Ça y est, on y est, on est à Nice. On est à J-3 de la course. C'est l'heure d'une dernière petite sortie en mode reconnaissance du parcours. Et comme vous pouvez le voir, je suis pas tout seul. Je suis avec Tristan, alias Iron Human. Et on découvre ça en mode... Normalement on fait que la descente. Mais là apparemment, faut monter un petit peu quand même pour arriver jusqu'à la descente. Ce sont les dessous de Iron Human. Après la reco hier, aujourd'hui on est en transition pour déposer le vélo avant la course de demain. Ça a été une vraie épreuve parce qu'on a attendu quasiment 1 heure pour déposer le vélo. Mais c'est fait, maintenant j'ai plus qu'à aller à la transition numéro 2 pour aller déposer mon sac de course à pied. Vu qu'ici, contrairement aux courses en Amérique du Nord, tout fonctionne avec des sacs. À la sortie de la natation, on récupère un sac avec notre casque de vélo et les affaires qu'on veut emporter à vélo. Il n'y a rien au sol à côté du vélo. Et le vélo, on le prend en T1 et on le rend à un deuxième endroit qui n'est pas la même zone de transition. Donc ça fait des nouveautés à gérer aujourd'hui, mais ça va bien se passer, rien de très compliqué. Et je vais en profiter aussi pour faire un petit topo sur la journée de demain. Honnêtement, j'y vais pour donner comme d'habitude le meilleur de moi-même. J'ai pas vraiment d'objectif, je suis serein, je suis pas vraiment stressé. C'est cool, j'ai envie de me faire plaisir, de donner le meilleur de moi et d'être content de ce que j'ai fait. Et après, le résultat, on en reparlera ensemble après la course. Ça y est, c'est fait, je suis finisher de ce championnat du monde d'Ironman 70.3. C'était vraiment une sacrée aventure et là, je vais vous raconter ça comme d'habitude. Pour ceux qui penseraient que je suis toujours à Nice parce que je suis sur une plage de galets, il y a la mer derrière moi, il y a du soleil, et non, c'est perdu, je suis retourné en Normandie. Et non, en Normandie, il ne pleut pas tout le temps et il ne fait pas froid. Avant de vous parler de la course et de vous montrer les images de tout ça, je vais résumer en quelques points cette expérience du championnat du monde Ironman 70.3. Ça a vraiment été magique, d'abord parce que le lieu est magnifique. C'est la première fois que j'allais sur la Côte d'Azur et Nice est une ville magnifique. L'arrière-pays, j'en parle même pas. J'ai jamais autant pris de plaisir que sur cette sortie de vélo. Et quand en plus ça se passe sur un championnat du monde comme ça, donc un événement avec une certaine importance, il y a des pros qui sont un peu partout. Tous les athlètes qu'on voit s'entraîner avant la course, ils sont tous super en forme, ça court vite, ça roule vite. Bref, ça donne vraiment envie d'être au jour de la course. Moi, je suis arrivé 4 jours avant et pendant les 4 jours, j'avais qu'une hâte, c'est d'être au dimanche pour être au départ et participer à cette course. Quand en plus ça se passe avec la famille, les amis et plein de running addicts qui m'ont encouragé avant la course et pendant la course, vraiment ça sera un souvenir inoubliable cette course. Bref, je l'avais déjà dit, cette course pour moi c'était un peu la cerise sur le gâteau d'une saison déjà bien réussie puisque l'objectif initial c'était juste de me qualifier pour cette course et je suis arrivé ici avec une forme du tonnerre. J'ai jamais été aussi en forme de ma vie, mais pour autant j'avais pas d'objectif précis. Mon but c'était avant tout de me faire plaisir et je peux vous dire que ça a été réussi de ce côté-là, vous allez le voir. Le matin, c'était comme d'habitude un départ de course, réveil autour de 4h45 pour manger un peu, 3 heures avant la compétition, aller en zone de transition, gonfler les pneus, mettre l'hydratation et la nutrition sur le vélo, bref, les classiques. En plus, j'ai pu rencontrer un bénévole super sympa qui connaissait Running Addict, bref, ça démarrait bien la journée. Ensuite, j'ai fait un petit retour au Airbnb qu'on avait réservé, j'ai pu me poser pendant 1 heure, me relaxer et honnêtement, ça fait plaisir de pouvoir faire ça avant une course. Aucun stress, on va au départ 45 minutes avant l'heure de son départ et du coup on est bien reposé au moment d'entrer dans le sas. Une fois dans le sas de départ, au final, je suis pas plus stressé, je suis par contre très concentré, très focus sur ce que je dois faire et je suis vraiment hyper impatient de rentrer dans l'eau et de nager car ce matin-là, on n'avait pas le droit à la combinaison. Pour certains, c'était une mauvaise nouvelle. Pour moi, c'était une bonne parce que j'avais déjà nagé 2-3 jours avant dans la Méditerranée et j'ai trouvé qu'au final avec le sel ça fait quand même pas mal flotter et du coup il n'y a pas vraiment besoin de combinaison pour nager, donc j'avais hâte de nager dans ces conditions là. Le départ après ça se passe à peu près comme sur tous les Ironman 70.3 de la planète. Aujourd'hui c'est quasiment partout des rolling start, ça veut dire qu'on part
5 par 5 toutes les 5 à 10 secondes, je me rappelle plus bien, mais c'était quelque chose comme ça. Du coup, le départ est assez relax, il n'y a pas le stress de se retrouver dans la machine à laver, à nager avec 3000 triathlètes en même temps, à se nager par-dessus. Là, j'ai pu placer rapidement ma nage et commencer à essayer de rester fluide, d'avoir un bon mouvement et d'économiser mon énergie pour le reste de la journée. L'allée de cette nage était au final plutôt agréable, j'ai bien nagé, j'ai pris les pieds 2-3 fois, mais j'ai principalement nagé tout seul. Par contre, quand on est arrivé à la bouée qui marquait le virage à droite avant de revenir vers Nice, là on avait courant dans le dos, les vagues qui nous poussaient, donc ça fait accélérer le rythme et c'est vraiment agréable parce que sur cette partie-là, j'ai aussi accéléré ma nage et j'ai doublé du monde. Bref, ça a donné un temps, il me semble, de 31 minutes 22, ce qui, sans combinaison et pour une première nage en mer, est plutôt pas mal. Ça donne 1,39 du 100 mètres. Sachant que si on regarde les temps des pros, c'est un peu plus lent que ceux qu'ils font d'habitude. Je pense que pour moi, c'est vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Là, on arrive sur la transition numéro 1, nouveau format de transition. Comme je vous le disais hier, il faut aller attraper le sac, sortir les affaires de vélo du sac, mettre le casque sur la tête et prendre tout ce qu'on a besoin avant de rendre le sac. Au final, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Je savais exactement où était mon sac. Ça s'est passé très rapidement. Par contre, le gros problème, et là j'ai failli ruiner ma course entre guillemets à ce moment-là, c'est qu'il fallait enfiler son dossard pour le vélo. Et là, je passe mon dossard au niveau des pieds et qu'est-ce que je fais? Je mets les deux pieds sur le dossard, j'arrache le dossard totalement, mais heureusement il y avait une petite épingle à nourrice qui le tenait en 3e point au milieu, car c'est obligatoire en France, et cette épingle à nourrice a été salvatrice puisqu'elle a réussi à tenir mon dossard jusqu'à la fin de la course. Bref, je suis passé proche de la catastrophe à ce moment-là. Ensuite, il faut traverser la zone de transition qui fait au moins 500 mètres parce qu'il y a 3500 vélos à l'intérieur. D'ailleurs, si vous faites le calcul comme moi, 3500 vélos à environ 5000 € de moyenne, ça fait un budget de quasiment 20 millions d'euros de vélos qui est dans cette zone de transition. C'est assez monstrueux. Ensuite, c'est du classique. On pousse le vélo le plus rapidement possible, on saute sur son vélo, un beau fly mount au milieu des triathlètes qui sont arrêtés à essayer de grimper sur leur vélo et perdre du temps. Ça, j'adore toujours passer à ce moment-là parce que moi je sais que je gagne du temps, je vais plus vite que les autres et c'est toujours ça de prix. Ensuite, on arrive sur le vélo et donc la promenade des Anglais. Ça fait environ 5 km cette promenade des Anglais et on avait le vent de dos, donc pour commencer le vélo, c'est magnifique parce que ça donne des super sensations. On roule vite. On n'est pas obligé de pousser super fort sur le début. Je me suis retrouvé, je crois, à une moyenne de quasiment 44 km/h sur ce premier 5 km sans avoir à pousser fort. Donc ça met vraiment en confiance pour la suite, puisque la suite, c'est les deux petites côtes qui sont de 400 et 800 mètres, je crois, mais à plus de 12% de moyenne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui demande de forcer dès le début du vélo parce qu'on ne peut pas les prendre de manière relâchée, sinon on est clairement à l'arrêt dans cette montée. Moi je les ai montés plutôt en force, mais j'ai senti à ce moment-là tout de suite que les jambes étaient vraiment bonnes. Donc avant d'attaquer le col de Vence, c'était vraiment quelque chose qui mettait aussi en confiance. D'ailleurs, le petit détail technique qui, je pense, a été vraiment fondamental pour moi dans ma capacité à faire un bon vélo, c'était de mettre une cassette avec 32 dents à l'arrière. Et je peux vous dire que j'étais super content de l'avoir quand je voyais les autres triathlètes, ou en tout cas une bonne partie d'entre eux, à être dans la côte à 12%, à être comme ça, forcés sur leurs pédales, sans rien avancer. Moi, j'étais tranquillement en train de mouliner et ça avançait tout seul. Donc je ne me suis pas détruit les muscles à ce moment-là. Vraiment, c'est le genre de choses, il ne faut pas hésiter à mettre une cassette avec plus de dents si on a peur de ne pas pouvoir tenir sur une montée, parce que c'est vraiment ce qui peut vous aider à garder vos jambes pour la suite. Et la suite, c'était justement le col de Vence, environ 10 km de montée à 6,5% de moyenne. Ça, c'était la partie que j'attendais le plus. J'ai beaucoup travaillé ce type de montée avec des pourcentages plus hauts, même quand je faisais Whiteface Mountain. Donc je savais exactement ce que j'avais à faire. Je voulais tenir environ 260 watts de moyenne, ce qui est 90% de ma FTP, de mon seuil. Et clairement, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai tenu ça du début à la fin du col sans avoir l'impression de forcer. C'était vraiment une sensation grisante parce que j'ai pu remonter plein de monde dans cette montée. Et clairement, je me suis fait plaisir parce que c'est magnifique. Quand on arrive en haut, on a la vue sur la mer au loin. J'ai essayé de rester concentré sur mon vélo, mais je passais quand même mon temps à regarder à gauche, regarder la mer et profiter du moment parce que ce genre de moment, faut en profiter. Ces courses-là, on les vit pas souvent
il faut être dedans, il faut donner son meilleur, mais en même temps il faut aussi garder ce côté plaisir que j'étais clairement venu chercher et je l'ai eu à 100% sur cette course. Arrivé en haut du col de Vence, c'est là où tout ce qui était parfait jusque là a commencé à évoluer un petit peu, on va dire, parce que tout en haut du col il y avait un ravitaillement. J'attrape une gourde de boisson énergétique qui était mal fermée, donc première chose quand je commence à boire, il y en a partout sur moi, sur mon vélo, mais j'ai quasiment rien avalé. Donc il a fallu que je prenne le temps de réussir à fermer cette gourde avant de pouvoir reboire, sachant qu'on était en descente à plus de 50 km/h, c'est pas quelque chose qui se fait super facilement. Et en plus, après, une fois que j'avais réussi à faire ça, il y avait une partie de replat, je me mets sur mes aérobars, et là je passe dans un trou, et boum, j'ai mes barres qui descendent de quasiment 10 cm. J'ai vraiment eu peur à ce moment-là parce que j'ai revu les images de Pierre Latour qui, sur son vélo de contre-la-montre, ça lui est arrivé une fois de passer, je ne sais plus si c'était sur une bosse ou dans un trou, mais son guidon s'est totalement désolidarisé du vélo et il a plongé tout droit en avant du vélo. Bref, il s'est fait une belle chute à 50 km/h. J'ai imaginé tout de suite ça et là, pendant une bonne partie de la suite du vélo, j'avais un petit peu des réticences à me remettre sur mes aérobars, même si au final, je me suis rendu compte après que ça bougerait pas plus, ça a juste descendu et j'avais une position un peu différente sur les barres, mais le guidon tenait bien, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Bref, ça commençait pas cette descente dans les meilleures conditions. Pourtant, sur la suite, j'ai pris énormément de plaisir à descendre, surtout que c'est la partie, je pense, où j'ai doublé le plus de monde parce que tous les triathlètes descendaient en étant tout crispés sur leur guidon. Ils n'avaient pas du tout l'habitude de ce genre de descente qui était super technique parce qu'il y avait des virages tous les 100 mètres au maximum et des virages assez serrés où il fallait vraiment prendre des belles trajectoires pour avancer. Et moi, clairement, c'est quelque chose que j'adore. Je ne suis pas forcément le meilleur descendeur parce qu'on n'a pas de descente comme ça pour travailler autour de chez nous au Québec, mais avec la reco que j'avais fait avec Tristan au début de mon séjour à Nice, j'avais quand même repéré que tous les virages dangereux étaient annoncés. Il y avait un petit symbole attention avant d'arriver dans le virage. Donc tous ces virages-là, je freinais et je faisais attention. Par contre, tous les virages où il n'y avait aucune marque, on ne touche pas au frein, on prend le virage en faisant confiance parce que je savais qu'il n'y avait aucun risque de chute à ce moment-là. Bref, je me suis fait plaisir, j'ai doublé énormément de monde. Par contre, le point négatif, c'est que ça reste une descente avec beaucoup de virages et j'ai pas vraiment pris le temps, on va dire, je sais pas si j'ai pas pris le temps ou si j'ai pas eu le temps de vraiment me nourrir correctement, mais c'était assez compliqué d'aller attraper les barres, manger pendant la descente parce que il fallait faire ça en quelques secondes puisque à chaque fois on revenait sur un virage et clairement descendre à plus de 50 km/h à une main sur un vélo de contre-la-montre, c'est vraiment pas quelque chose que je conseille de faire parce que c'est le meilleur moyen de se retrouver par terre et moi mon objectif c'était quand même d'arriver en bas de la descente entier. En plus, ce qui est vraiment cool quand on descend proprement, c'est qu'au final on prend les virages rapidement, on garde sa vitesse et on n'a pas besoin de relancer en sortie de virage, alors que si on freine trop, on arrive à la sortie de virage avec peu de vitesse, on est obligé de relancer, de dépenser plus d'énergie. Après, une fois qu'on était en bas, il fallait simplement reprendre la route qu'on avait prise à l'aller, donc on a quelques virages et on se retrouve à nouveau sur la promenade des Anglais pour un 5 km où, surprise, le vent était à nouveau de dos. Il avait totalement tourné, donc on s'est encore retrouvé à rouler vite sans forcer trop. Je me suis fait plaisir, là je crois qu'à nouveau j'étais autour de 44-45 km/h sur la promenade à doubler du monde en position full aéro, la tête entre les bras pour essayer de gagner le maximum en aérodynamisme. Ça c'est la partie que j'adore, je roule tout le temps comme ça sur le circuit Gilles Villeneuve. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Bref, j'ai quand même ralenti un petit peu sur les 2 derniers kilomètres pour relâcher un peu les jambes et se préparer à la course à pied. J'avais aussi prévu que la fin du parcours vélo c'était un peu sinueux, il y avait du pavé, donc j'ai enlevé mes pieds des chaussures largement avant, au moins 500 mètres avant la ligne. Ça c'est quelque chose que je conseille de vraiment faire aussi, c'est de repérer le début du parcours vélo et la fin pour savoir à quel moment vous allez pouvoir mettre les pieds dans les chaussures et les retirer à la fin. Ça vous permet de gagner énormément de temps. Moi j'ai vu plein de gens qui mettaient leurs pieds dans les chaussures beaucoup trop tôt, qui prenaient pas encore assez de vitesse au début du vélo. Et la même chose à la fin, il y en a qui arrivaient sur le pavé et qui étaient encore les pieds dans les chaussures et qui là ont galéré et ont dû quasiment s'arrêter pour pouvoir les enlever. Là vous pouvez gagner de précieuses secondes si vous réfléchissez bien à tout ça avant votre course. Ensuite la transition 2, c'est un peu le bouchon parce que là aussi on voit que les gens n'ont pas tous préparé leur course.
qui sont en train de chercher où est leur vélo avec les 90 rangées de vélos. Forcément, si on ne sait pas exactement où est notre vélo, c'est compliqué, donc ça va au ralenti. Moi j'ai essayé de doubler un petit peu malgré que c'était étroit parce que je savais exactement où j'allais, je voulais pas perdre de temps et tout de suite sauter dans mes chaussures de running. Et une fois que je suis parti, que j'ai commencé à courir, c'est là où je me suis dit super, pour la première fois dans un triathlon, j'ai les jambes fraîches. J'avais pas cette impression que j'ai eue au Connecticut et à Tremblant de crampes musculaires qui étaient vraiment proches d'arriver et qui m'ont bridé. J'ai pu courir, relâcher et j'ai vraiment apprécié ce début de parcours en course à pied. Premier kilomètre, 3 minutes 45, c'était le plan le plus agressif que je m'étais mis, mais c'est quelque chose qui était censé être réaliste si j'avais vraiment la forme pour le faire. Donc les 2-3 premiers kilomètres, ça s'est bien passé à ce rythme-là. Bref, jusqu'au 5e kilomètre, ça allait très bien. Je crois que je passe en 18,58 au 5 km, donc autour de 3,50 de moyenne, un peu moins que ça, ce qui était vraiment l'objectif que j'avais en tête pour pouvoir atteindre un chrono de 1 minute 20 si tout se passait bien. Malheureusement, c'est pas exactement ça qui s'est passé par la suite. J'avais quand même poussé assez fort sur le vélo, plus que ce que j'avais prévu. Je savais que ça serait sûrement compliqué sur la course à pied à cause de ça, mais c'est un choix, j'avais envie de me faire plaisir à vélo et j'ai accepté de prendre des risques. Et parfois quand on prend des risques, on le paye après. Et à partir du 6-7e kilomètre, j'ai senti que l'énergie commençait à me manquer. C'est aussi peut-être dû à la nutrition sur le vélo qui a été un peu compliquée à cause de la descente. Je sais pas trop, mais en tout cas, entre le 6e et le 12e kilomètre, j'ai perdu à chaque fois 2-3 secondes au kilomètre. Je suis passé de 3,50 à 3,55, à 4 minutes, à 4,05. Et au niveau du 13-14e kilomètre, là c'était vraiment horrible. J'étais dans un état lamentable. J'ai mis des photos sur internet, ça a fait rire beaucoup de monde. Et clairement, c'était mon visage de j'en peux plus, je sais pas comment je vais pouvoir arriver jusqu'au bout de cette course. Je pense que j'étais vraiment en manque de sucre à ce moment-là. Pourtant, je me suis ravitaillé sur la course, mais c'est un des enseignements quand on prend du retard à une étape de sa nutrition sur des épreuves aussi longues que 4h40 sur cette course, on ne peut pas rattraper ça. C'est compliqué après de refaire surface. Même si, quand je suis arrivé ensuite à partir du 15e kilomètre, on refait le demi-tour sur la promenade des Anglais pour là faire le dernier 5 vers la ligne d'arrivée. Je me suis dit, allez, il faut se relancer. 5 km c'est pas long, tu l'as fait plein de fois à l'entraînement, en course aussi, c'est juste dans la tête, on y va et on donne tout. Donc ça donne pas une allure qui revient à mon objectif initial, mais là où j'étais rendu à 4 minutes 20, 4 minutes 25 au 13e, 14e kilomètre, j'ai redescendu ça autour de 4 minutes 10 du kilomètre sur le 16e, le 17e, le 18e, même si c'était toujours aussi dur, il y avait des encouragements de partout, en plus c'était vraiment génial d'avoir tous ces running addicts autour de moi qui me poussaient, ma famille qui était là aussi. Ce qu'il faut pas faire pour filmer le beau-frère, hein. Nous aussi on en chie. Je pouvais pas lâcher, surtout quand on est sur une course comme ça, un championnat du monde qu'on a été chercher, qu'on a vraiment travaillé toute l'année pour être à ce moment-là. On n'a pas le droit de lâcher, il faut simplement juste y aller au mental et donner son meilleur jusqu'à la fin de la course. Ce que j'ai fait avec un petit boost dans le dernier kilomètre, puisque j'ai mon pote Kevin qui m'a ramassé. Lui, il court beaucoup plus vite que moi, je crois qu'il a fait 1h17 sur ce semi-marathon. Mais quand il m'a passé à quelque chose comme 500 mètres de la ligne d'arrivée, ça a vraiment été le petit boost qu'il me fallait. J'ai relancé une dernière fois et on a fini à presque peut-être 10 secondes d'écart, mais grosso modo on a fini ensemble. Et ça c'était le petit point plaisir de la fin de course. Finir avec le pote avec qui tu t'es entraîné tout l'été, c'était vraiment cool. Je suis arrivé avec mon pote, on est arrivé en même temps. Oh pardon. On s'est entraîné tout l'été ensemble et on arrive en même temps à la course. Ça fait plaisir. Félicitations à vous.